Donc, bonjour tout le monde. J'utilise le micro non pas pour que ma voix porte dans ce local, mais bien pour la transmission à Québec. Bonjour aux gens de Québec, donc à l'Université Laval. Bienvenue ici aussi à ce séminaire, donc sur les, je vais prendre ma feuille quand même, sur la question du respect de la confidentialité dans les centres de données de recherche. Comme on peut le voir, je pense au nombre de personnes qui sont là aujourd'hui. C'est un sujet qui importe à beaucoup de gens. Donc, je pense que tout le monde est intéressé à en savoir plus long sur la façon dont ces règles-là fonctionnent. Donc, il nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue aujourd'hui à deux présentateurs. Monsieur Jean-Louis Tambay, qui va d'abord commencer la présentation, qui est directeur adjoint à la division des méthodes d'enquête auprès des ménages à Statistique Canada. Et Denis Gontier, donc il va parler en second rôle, gestionnaire régional au programme des centres de données de recherche à Statistique Canada. Donc, je leur passe toute la parole. On s'attend à ce qu'ils présentent pendant à peu près 50 minutes à 1 heure, et puis ensuite, ce sera suivi d'une période de questions. Donc, allez-y. Okay. Il y aura 3 parties à la présentation. Je vais parler d'abord de concepts et définitions généraux sur la confidentialité. Ensuite, je vais parler des problèmes de contrôle de la divulgation qui sont plutôt liés au genre de données qu'on a au centre de données de recherche. Puis finalement, je vais passer d'abord à Denis qui va parler des règles de confidentialité et les catégories d'enquête au centre. Alors, vis-à-vis des concepts et définitions, qu'est-ce qu'on veut dire par confidentialité et divulgation? Statistique Canada protège la confidentialité et l'identité de l'identité et des valeurs des répondants lors de la diffusion des données. Selon la loi sur la statistique, on doit le faire. Puis, ce qu'on appelle la divulgation, c'est le rattachement inopportun de renseignements à une unité de données. Alors, ça peut être une personne, un organisme ou quoi que ce soit. Alors, il y a divulgation quand il y a un bris de confidentialité. Maintenant, quand on parle de divulgation, on parle généralement de 3 types de divulgation. Le premier dont on parle, c'est la divulgation de l'identité. Alors ça se produit quand un sujet, par exemple le répondant, peut être identifié dans les données diffusées. Maintenant, ça c'est plus un problème avec les microdonnées, parce que quand on a des microdonnées qui se rapportent à des personnes ou à des entreprises, si quelqu'un arrive à identifier qui est associé à un enregistrement, il a toutes les données pour cette personne. Puis ça peut arriver de différentes façons, parce que nous, à Statistique Canada, on diffuse des microdonnées, surtout sur les enquêtes ménages, pas tellement pour les entreprises. Mais ça peut arriver juste parce que il y a des personnes qui sont vraiment uniques, qui paraissent dans les microdonnées, puis on n'a pas réussi à les anonymiser suffisamment. Alors c'est ça le problème. Mais il y a aussi d'autres genres de problèmes qui peuvent arriver. Par exemple, les répondants eux-mêmes peuvent s'auto-identifier. Ça peut arriver, par exemple, si, disons, quelqu'un se plaint aux médias, disons un répondant de Saskatchewan qui a reçu un questionnaire en français, qui n'est pas content, quelqu'un peut voir que selon les caractéristiques de la personne qui l'a dévoilé aux médias, peut-être qu'on peut trouver quelqu'un qui est unique, qui ressemble à cette personne sur le fichier de microdonnées. Alors ça pourrait être un problème. Ça c'est quand on identifie une personne, et c'est surtout un problème avec les microdonnées. La divulgation d'attributs est un autre genre de problème, c'est quand des renseignements confidentiels sont divulgués et qui peuvent être associés à une unité, par exemple une personne ou une entreprise. Ça arrive surtout avec des données comme du recensement, là, où, par exemple, on a des données, puis, disons, sur une rangée où on a des caractéristiques de personnes, disons, des gens qui souffrent d'un certain type de cancer, on a différents traitements qu'ils ont subis, puis ceux qui souffrent d'un type de cancer particulier ont tous obtenu le même traitement. Alors, on a divulgué le traitement associé avec ces personnes. Alors, ça, c'est une divulgation de l'attribut. Et dans ce genre de problème, ça n'a pas besoin qu'on identifie la personne en avance. Par exemple, un autre exemple que je peux donner, c'est supposons qu'on donne le salaire de personnel enseignant dans une institution, puis que c'est par catégorie d'employés. Okay? Alors, si jamais il y a une catégorie d'employés où on donne une fourchette de salaire assez étroite, ça carrément donne la fourchette de salaire pour les personnes qui travaillent dans cette occupation. Okay? Si vous avez des questions de clarification, vous pouvez me poser pendant la présentation. Le troisième genre de divulgation, la divulgation par inférence, est un sur lequel on ne se préoccupe pas d'habitude. Ça se produit lorsque des informations concernant une unité peuvent être déduites avec un niveau de certitude élevé. Des exemples de ça, c'est par exemple, supposons que quelqu'un analyse des données sur des entreprises, puis qu'il obtient un modèle qui prédit assez bien certaines caractéristiques de l'entreprise. Mais maintenant, tout le but de la statistique, c'est de faire des modèles, de faire des inférences, donc on protège pas vraiment contre ça, mais des fois, ça a soulevé des questions, parce qu'une fois, il y avait quelqu'un qui s'était plaint
je pense au commissaire à la vie privée, parce qu'il y avait un revendeur de données ou je sais pas quoi qui dit, quand il a reçu l'information, il dit selon StatCat, vous faites à peu près 100 000 $ par an ou quelque chose comme ça. Puis par hasard, c'était proche du salaire de la personne. Alors la personne a cru qu'on avait dévoilé ses renseignements particuliers, mais c'était juste par hasard. Mais alors ça nous a fait un peu nous pencher sur ce problème. Puis à cause de ça, on a changé un peu les règles pour le recensement pour s'assurer que quand on publie des données pour des régions très détaillées, qu'elles ne sont pas trop précises. Par exemple, quand tout le monde a dans un endroit, presque tout le monde a à peu près les mêmes caractéristiques. Mais c'est surtout les deux premiers genres de divulgation dont on se préoccupe. Maintenant, à part ces trois genres de divulgation, on parle souvent au centre de divulgation résiduelle. Et c'est ça le gros problème, parce que ça se produit quand des renseignements sont divulgués par l'association de renseignements diffusés avec d'autres renseignements qui sont déjà accessibles. Soit des renseignements qu'on a diffusés nous-mêmes ou des renseignements d'ailleurs. Alors, quelques exemples, si jamais on supprime des cellules confidentielles dans un tableau, puis quelqu'un peut utiliser des mathématiques pour obtenir une fourchette étroite pour les valeurs qu'on a supprimées. Un autre exemple, c'est par exemple, si jamais on utilise différentes classifications géographiques, puis en recoupant, par exemple, différentes classifications géographiques, on arrive à isoler des très petites unités géographiques, là, par soustraction ou je sais pas quoi. Et puis ces unités géographiques, les informations qu'on dévoile pour elles sont confidentielles. L'autre exemple, c'est quand quelqu'un, un furteur ou un hacker, essaie de déjouer un système. Par exemple, si on a un système d'interrogation en direct où il peut demander n'importe quel genre de résultat, puis à force de peaufiner ses requêtes, il essaye d'isoler une personne ou un groupe. Alors au centre, comme je dis, c'est ce genre de problème qui nous intéresse. Maintenant, le risque de divulgation varie selon les caractéristiques des données. Alors, selon qu'il s'agisse de données d'échantillon ou de recensement, données d'enquête ou données administratives, données sociales ou économiques, puis selon le genre de variable et sortie, chacune de ces caractéristiques a ses propres genres de problèmes. Alors, quand on a des données qui proviennent d'un échantillon, il y a moins de risques que quand les données viennent du recensement, parce que quand les données viennent du recensement, il y a peu de doute si une personne unique est identifiée. Alors, si j'ai, par exemple, un fichier de microdonnées qui a toutes les personnes qui ont eu un doctorat l'année passée au Canada, puis que quelqu'un identifie quelqu'un, il n'y a pas de doute que c'est bien la personne, puisqu'on a tout le monde. Mais si jamais c'était un échantillon de doctorat, s'il identifie cette personne, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a les mêmes caractéristiques, mais qui n'était pas dans l'échantillon, ou peut-être que la personne elle-même n'était pas dans l'échantillon. Alors, ça ajoute du doute. Et quand on parle de divulgation d'attributs, par exemple, si jamais je donne l'exemple que je donnais, par exemple, ceux qui souffraient d'un cancer, si les données proviennent d'un échantillon, puis on dit tous ceux qui avaient ce genre de cancer ont ce genre de traitement, si les données proviennent d'un échantillon, ça ne veut pas dire que forcément tous ceux qui ont eu ce genre de cancer ont eu ce genre de traitement. Okay? Alors, l'échantillonnage réduit le risque de divulgation. Premièrement, parce que les personnes qui sont uniques dans l'échantillon ne sont pas forcément uniques dans la population. Donc, si on a trouvé quelqu'un unique dans l'échantillon, c'est pas nécessairement lui. La divulgation de l'attribut doit tenir compte de la variabilité échantillonnale. Alors, ça revient à dire à peu près quelque chose de semblable. Maintenant, le plan de sondage peut avoir un effet sur le risque. Je ne vais pas trop élaborer là-dessus, mais on a différents plans de sondage. Par exemple, des fois, ils sont hiérarchiques, ou par exemple, on choisit des écoles, puis des élèves à l'intérieur d'écoles, ou on choisit des îlots, puis des personnes à l'intérieur. Alors, ça peut influer sur le risque d'identification. Puis souvent, on peut utiliser l'échantillonnage pour réduire le risque. Alors, même si on a un fichier de recensement, on peut utiliser l'échantillonnage pour réduire le risque. Et il y a un problème où même quand on a un échantillonnage, on peut avoir un problème, c'est justement quand les gens s'auto-identifient ou bien quand on sait que quelqu'un est dans une enquête. Alors si jamais, par exemple, une personne, sa participation à l'enquête est connue, puis quand on la trouve, on trouve quelqu'un qui ressemble à cette personne, qui est unique sur le fichier de microdonnées, il y a très forte chance que ce soit cette personne, puisque on sait qu'elle est dans l'enquête. Alors, ça peut affecter, mais d'habitude, on ne protège pas trop contre ça, mais ce qu'on fait, c'est on essaie d'anonymiser suffisamment pour que ce genre de risque soit pas très probable. Données d'enquête ou administratives, c'est juste pour dire que les données administratives représentent souvent les mêmes genres de risques que les données de recensement parce qu'on a toute une population, donc il n'y a pas de doute. Mais un problème additionnel, c'est que les fournisseurs de données peuvent diffuser eux-mêmes des informations. Alors, disons, si nous, on publie une série de tableaux, on ne sait pas ce que l'organisme qui nous a donné ces données administratives publie de son côté. Alors, peut-être qu'en croisant les deux, il y a plus de risques de divulgation.
Puis certains de nos fichiers d'enquête ont les deux genres de données. Là. Souvent, on obtient par exemple des données d'impôts. On utilise des données d'impôts pour substituer aux données sur le revenu des répondants. Maintenant, vis-à-vis des données sociales ou économiques, les données d'enquête économique représentent souvent plus de risques. C'est pour ça que, par exemple, on n'a pas vraiment de fichiers de microdonnées d'entreprise. C'est parce que souvent, ils identifient des petites populations par domaine. Par exemple, quand on croise les industries par région, c'est des petites populations, puis d'habitude, les gens dans l'industrie connaissent un peu les acteurs, disons. On fait souvent utilisation de strates à tirage complet. Ça veut dire que c'est quasiment un recensement pour les grandes entreprises. Alors ça cause un autre problème. Il y a souvent les données sont souvent quantitatives, puis à distribution asymétrique. Alors, comme on sort les données en tableau, il y a ce qu'on appelle le problème de prédominance. Comme les données sont asymétriques, ce qui se passe, c'est que souvent dans des cellules, il y a peut-être une ou deux grandes entreprises qui couvrent peut-être la totalité de la valeur publiée. Alors, si jamais on publie cette valeur, ben ça se rattache à une ou deux entreprises. Donc, chacun peut savoir ce que l'autre fait parce que le bruit est représenté par les autres. Puis, si les autres ne contribuent pas beaucoup à la cellule, ben il y a un genre de divulgation. Puis l'autre problème avec les données d'enquête économique, c'est que d'une certaine façon, il y a un incitatif économique à connaître des informations sur des entreprises. Quand il s'agit de données sur les personnes, ben, il y a moins d'incitatifs économiques à essayer de déjouer nos systèmes. Alors, quand on parle de données d'enquête sociale ou de ménage, bon, il y a moins de risques parce qu'il s'agit souvent de grandes populations. Il n'y a pas ce problème de prédominance. Les taux de sondage sont assez faibles généralement. Mais le problème, c'est qu'elles sont plus riches en données parce que souvent, on sort avec des microdonnées qui ont, certaines microdonnées ont peut-être 2000 variables. Puis aussi, des fois, il y a une structure hiérarchique dans les données qui peut aider à l'identification. Par exemple, si on identifie tous les membres du ménage, ben, il peut y avoir des ménages avec des caractéristiques individuelles comme la présence de jumeaux ou des trucs comme ça, qui peuvent augmenter le risque d'identifier les individus sur le fichier. Puis l'autre problème, c'est qu'il y a souvent plusieurs moyens de diffusion de données. Les données qui sortent des centres, on a des microdonnées, puis il y a d'autres genres de sorties. Alors, quand nous, on sort avec des microdonnées, d'habitude, on parle de 3 genres de variables. Les identifiants directs, c'est d'habitude les choses qui permettent d'identifier uniquement des personnes ou des ménages. Puis, souvent, ils sont absents des fichiers maîtres, donc c'est pas un problème. Le problème, c'est plutôt avec les identifiants indirects. C'est des caractéristiques qui, conjointement, peuvent aider à identifier des individus. Alors, si on croise, par exemple, le code postal, l'âge de la personne, peut-être la langue parlée, le lieu de naissance et tout ça, ça peut commencer à cerner des personnes qui sont uniques dans la population. Alors ça peut présenter parfois des risques pour la divulgation. Et puis, justement, alors un des problèmes au centre, c'est qu'on veut s'assurer que, à travers les données qui sortent des centres, on ne peut pas obtenir des identifiants directs qu'on a supprimés ou qu'on a modifiés sur le fichier de microdonnées à grand accès, justement pour protéger l'identité de ces personnes. Les autres variables, c'est des variables qu'on appelle sensibles. C'est les caractéristiques qui se rapportent à la vie privée de l'entreprise ou de la personne. C'est d'habitude les caractéristiques que le grand public ne connaîtrait pas sur les répondants, mais en trouvant la personne, identifiant la personne grâce aux identifiants indirects, ben, il connaîtra tous ces variables pour la personne. Alors, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on essaie d'empêcher que les gens puissent être identifiés à partir des identifiants indirects. Alors, les genres de sortie, ben, j'ai regroupé ça en 3 genres de sortie, puis à risque décroissant. Alors, les fichiers de microdonnées anonymisés ont le plus grand risque d'identification, justement parce qu'ils ont beaucoup d'informations, puis c'est au niveau de l'unité. Alors, à Statistique Canada, ils doivent subir un traitement intensif pour assurer la confidentialité. Puis, bien sûr, il y a une incidence sur la qualité des données parce soit on supprime des caractéristiques, soit on les regroupe, ou même des fois on élimine des données. Ensuite, il y a les tableaux de fréquence ou les tableaux quantitatifs. Bon, il y a un peu moins de risques parce que déjà, il s'agit d'agrégats. Puis, surtout pour les enquêtes auprès des ménages, ben, les risques sont assez réduits parce que souvent, on a un échantillon. Mais il y a quand même la possibilité de divulgation d'identité ou d'attributs, là. Okay. Puis, finalement, les résultats analytiques présentent habituellement le moins de risques, mais il y a quand même des cas où il pourrait y avoir des problèmes avec ce genre de données. Puis l'autre genre de problème aussi, c'est que souvent quand on utilise des logiciels comme ça, c'est tout ça, il y a des sorties standards qui sortent, qui donnent des informations que peut-être que les chercheurs ne veulent pas, mais qui présentent des risques parce que je vais donner des exemples tout à l'heure, par exemple les valeurs extrêmes.
Alors, juste pour finir avec ça, là, par exemple, suppose qu'on a un tableau de fréquence de, je ne sais pas, de personnes dans, disons, dans une institution et tout ça. Puis ce qu'on voit, c'est que, par exemple, la valeur 17, là, pour les moins de 20 ans, c'est ce qu'on appelle une divulgation d'attributs. Parce que s'il s'agissait d'un recensement de toutes les 226 personnes dans cet établissement, on saurait que tous ceux qui ont de moins de 7 ans ont la caractéristique du groupe B. Alors ça, ce serait un genre de divulgation. L'autre genre de problème, c'est si vous voyez le 1 pour les 80 ans et plus. Des fois, ça semble être une divulgation parce que, ça paraît toujours mal dans les tableaux. Si on publie ce genre de résultats, là, les gens vont penser. C'est pas nécessairement un bris de confidentialité, mais ça pourrait arriver. Par exemple, si jamais les gens connaissent, peuvent identifier, par exemple, les gens dans le groupe C, cette personne, peut-être les gens savent de qui il s'agit, alors ils peuvent avoir certaines informations. Alors, ça, c'est le deux genres de problèmes auxquels on fait attention. C'est quand on a justement le cas du haut, là, le 17, c'est ce qu'on appelle une cellule complète parce qu'elle renferme toutes les observations sur sa rangée ou des petites cellules. Okay. Alors, comment on contrôle la divulgation? D'habitude, il y a deux méthodes qu'on utilise. Les méthodes d'accès restreint aux données, par exemple, mettre les données au centre de données de recherche ou utiliser l'accès à distance. Alors là, ce qu'on fait, c'est que les données sont confidentielles, mais on contrôle plutôt qui a accès puis sous quelle forme. L'autre genre de façon, c'est les méthodes de diffusion restreinte des données. Alors là, c'est les données qui sont confidentielles. Alors, c'est les données qui sont restreintes, pardon. Mais les gens qui s'en servent, c'est plus large. Alors, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, si on publie des microdonnées, on utilise souvent des méthodes qui réduisent l'information. Alors, on peut supprimer certaines données, par exemple, certaines caractéristiques trop détaillées, comme par exemple le lieu de naissance ou la géographie. On peut regrouper des catégories comme l'âge en groupe d'âge. On peut se servir de l'arrondissement. Puis justement, on a à Statistique Canada un programme d'accès à distance en temps réel. Puis justement, la méthode qu'il préconise, c'est surtout l'arrondissement pour protéger un peu les données. Comme ça, les gens, quand ils font des interrogations, ils auront toujours des résultats arrondis. La troncature par le haut, on s'en sert souvent. Par exemple, quand on a les revenus des personnes, on met un seuil maximum sur le revenu, peut-être 100 000 $ ou 150 000 $. Même chose pour l'âge ou ainsi de suite. Il y a aussi des méthodes de perturbation des données. Par exemple, on peut ajouter du bruit aux données. Par exemple, ajouter une valeur aléatoire aux revenus pour ne pas que les gens puissent l'identifier. Par exemple, l'autre exemple, c'est permutation de données. Alors, si on a des enregistrements pour tous les membres d'une famille, avec l'enquête auprès des jeunes, l'enquête longitudinale sur les jeunes, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient échangé des enfants avec des enfants du même âge d'une autre famille pour que si quelqu'un puisse identifier sa famille, il ne sera pas certain que l'enfant qu'il va trouver sera son enfant. Alors ils ont permuté les enfants parmi les ménages. On peut aussi faire de l'imputation. Ok, alors ça c'est généralement un aperçu des gros problèmes. Là, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Bon, alors contrôle de la divulgation au centre de données de recherche. Les données d'enquête ménage présentent généralement moins de risques, mais le problème, c'est qu'avec la multitude du nombre et de genres de sorties, le risque de divulgation résiduelle augmente. Alors, par exemple, quelques préoccupations qu'on a, c'est par exemple, comme j'ai dit, il y a certaines informations beaucoup des données qui sont au centre sont aussi disponibles sous forme de fichiers de microdonnées à grande diffusion. Alors, la plupart des enquêtes publient d'une forme ou d'une autre des fichiers de microdonnées. Puis comme j'ai dit, ces fichiers-là, quand on les rend anonymisés, on supprime beaucoup d'informations ou on perturbe certaines informations. Alors ce qu'on a peur, c'est qu'on peut divulguer des attributs pour des caractéristiques qui seraient des identifiants. Par exemple, supposons que, disons, on a différents risques de problèmes de vue. Okay? Alors, supposons qu'on regroupe les cas les plus graves. Par exemple, les personnes aveugles puis les personnes qui voient mal à distance, c'est juste quelque chose comme ça. Mais peut-être à partir de ce qui sort des centres, par exemple, on peut identifier parmi les personnes qui voient mal à distance, lesquels d'entre eux s'étaient déclarés aveugles à l'enquête. Ça pourrait causer un problème. Un autre exemple, c'est un peu ça, par exemple. Quand on sort avec des tableaux pour des petits ensembles de données, le problème, c'est que beaucoup de nos enquêtes, ce qu'on a, c'est qu'on a le poids échantillonnal qui est souvent assez unique parce que, d'habitude, quand on fait des enquêtes, on aimerait que tout le monde ait le même poids. Mais pour différentes raisons, les gens se retrouvent avec des poids différents. Puis en plus, non seulement quand on les sélectionne, mais ensuite quand on parle du traitement de la non-réponse, de la calibration, de tout genre d'ajustement,
finalement, ça fait que quand on regarde certains fichiers, presque, je ne sais pas, mais un grand pourcentage de personnes ont des poids uniques. Alors, si jamais on publie quelque chose qui est basé sur très peu de répondants, par exemple sur 5 répondants, disons qu'on a publié un total de, je sais pas, juste, pour reprendre le cas des personnes aveugles, suppose qu'on dit que dans la province de Québec, les hommes, il y avait 5 aveugles, puis on donne le poids total de ces 5 personnes. Ben, quelqu'un peut rechercher, enfin par des do loops ou je sais pas quoi, il peut faire une recherche pour voir quels sont les 5 enregistrements sur le fichier dont le poids total équivaut à ce qu'on a diffusé. Alors c'est ce genre de problème qu'on essaie d'éviter. Alors ce qu'on n'aimerait pas diffuser, c'est des résultats analytiques qui donnent des valeurs individuelles. Okay? Alors un exemple, c'est des nuages de points ou des valeurs extrêmes, là les maximums et tout ça. Puis aussi des résidus, parce que quand on sort avec les résidus pour des personnes, ben, si on a le modèle, on peut essayer de reproduire la valeur dépendante là. Puis l'autre problème justement, c'est que quand on donne certains de ces résultats, par exemple, supposons qu'on diffuse un nuage de points où on montre les valeurs les plus élevées de revenus, ben certaines de ces valeurs ont probablement été, sinon supprimées, au moins perturbées sur le fichier de microdonnées où ils ont été plafonnés. Alors là, si on publie le nuage de points, on va carrément divulguer la valeur avant qu'on ait traité les données. Résultat pour les petits ensembles, ben c'est ce dont je parlais à la diapositive précédente. C'est par exemple qu'on a des cellules de tableau qui ont peu de répondants. Alors le problème, c'est qu'on peut les rattacher aux personnes. Ou si par exemple on publie quelque chose qui est basé sur peu d'observations, puis les gens ont les mêmes résultats à partir du fichier de microdonnées, ils peuvent comparer les deux puis voir comment ça se fait qu'ils sont différents. Puis là, ils vont réaliser que c'est parce qu'on a fait quelque chose avec le fichier de microdonnées. Okay. Il y a aussi le problème de divulgation d'attributs présentant des risques. Alors, comme j'ai dit, alors c'est des tableaux qui comportent des cellules complètes qui peuvent donner plus d'informations sur les personnes, par exemple, certaines caractéristiques qu'on aurait masquées sur le fichier. Ce qu'il faut surveiller aussi, c'est la divulgation résiduelle. Alors, l'exemple le plus simple, c'est supposons qu'on ne peut pas diffuser un tableau sur les personnes autochtones parce qu'il y en a trop peu, puis c'est confidentiel, alors finalement, mais quelqu'un décide de publier un tableau pour l'ensemble de la population, puis quelqu'un d'autre ou cette même personne décide qu'il veut analyser la population autochtone, par soustraction, ils peuvent avoir les résultats qu'on n'aurait pas voulu diffuser. Ou bien il y a des fois on enlève des observations aberrantes. Alors on a deux résultats à quelques observations près. Quand on compare les deux, finalement, la différence c'est ces quelques observations qu'on a supprimées, puis ça peut être des données aberrantes. Okay. Maintenant il y a d'autres résultats analytiques qui sont équivalentes à des statistiques simples comme des totaux ou des moyennes ou des tableaux. Alors si c'est le cas, il faut s'assurer que les tableaux sous-jacents sont diffusables. Je vais donner des exemples tout à l'heure. Puis résultats à caractère géographique, je vais en parler vers la fin. Alors, quels sont des résultats analytiques à surveiller? Quand on parle de centile, par exemple, quand un centile se rapporte à des valeurs extrêmes, ça peut se rapporter à une observation assez proche. Par exemple, le 90e centile de 20 observations, ça peut être la deuxième observation la plus grande, par exemple. Quand on publie des histogrammes, un histogramme, c'est rien qu'autre qu'une représentation graphique d'un tableau de fréquence. Alors, si le tableau de fréquence est correct, ça va, mais sinon, il faut faire attention. On parle de modèles saturés, là, quand par exemple, si tous les covariables sont dichotomiques, par exemple, puis on a croisé toutes les interactions et tout ça, ce que ça fait, c'est que le modèle lui-même permet de reproduire le tableau. Alors si c'est le cas, si on a un modèle saturé, par exemple, dans ce cas, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait vraiment contrôler le tableau sous-jacent, puis si le tableau passe les règles, le modèle aussi peut le passer. Un autre genre de problème, c'est les covariances et les corrélations. Alors, ça, c'est par exemple, supposons que la variable X est dichotomique. Alors, puis disons qu'on utilise les poids de l'enquête, la W. Alors, la covariance, c'est cette formule. Comme vous voyez, si jamais on sait, par exemple, on produit cette covariance, puis disons qu'on a aussi les totaux de X et de Y, les totaux pondérés de X et de Y. Alors, tout ça, ça permet d'obtenir le taux pondéré de croisée X et Y. Ce qui veut dire que ça permettra de reproduire la valeur de Y pour chacune des deux valeurs de X. Et si ça, c'était confidentiel, ça aurait été un problème. Alors, justement, parlant de ce genre de tableau, alors, c'est pour ça que quand on fait des tableaux simples de corrélation, par exemple, ou de covariance, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire attention quand certaines des variables sont dichotomiques, là. D'habitude, c'est pas un problème, mais il faut juste s'assurer qu'il y a le nombre minimum d'observations demandées, par exemple. Alors, quand je parlais des sordis standards, justement, alors,
disons ça, c'était une sortie de Proc Univariate. Alors, bon, c'est des résultats pondérés, mais ce qu'on regarde, par exemple, c'est le nombre d'observations, juste pour s'assurer qu'il est assez grand. Ce qui est plus intéressant, c'est le prochain. Alors, souvent, des sorties standards, ils peuvent sortir avec les quantiles ou l'étendue. Alors, l'étendue donne les valeurs maximales, puis des fois, on donne les valeurs extrêmes, puis ça, c'est pas le genre de choses qu'on voudrait pouvoir sortir des centres, parce que ça se relie à des observations individuelles. Ben, ça, c'est un autre genre de problème. Alors, ben, c'est un histogramme, donc c'est presque comme un tableau de fréquence. Puis, des fois, avec les histogrammes tracés en rectangle et moustache, ben, des fois, ça donne les valeurs extrêmes, alors il faut faire attention à ça. Ça, c'est quelque chose, c'était plutôt des données économiques, là. Quelqu'un avait sorti des résultats d'analyse régression quantile, puis au début, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de problème. Mais quand j'ai regardé ça à plus fond, là, de plus près, j'ai remarqué que ben, souvent, ces genres de régression passent à travers des vraies observations. Alors, les gens se servent de régression quantile souvent parce que, disons, au lieu de voir l'effet de quelque chose sur l'ensemble de la population, ils veulent plutôt voir l'effet sur les personnes les plus faibles. Alors, le quintile de plus faible revenu ou quelque chose comme ça, ou les plus hauts revenus. Mais comme on voit là, en croisant certaines de ces régressions, alors chaque ligne représente un quantile, par exemple, il y en a qui représentent la régression de médiane, l'autre c'est 85e, 90e et 95e pourcentile. Mais en tout cas, alors vous voyez que non seulement ils touchent certaines observations, mais des fois ils se croisent à certaines observations, alors ça pourrait poser un problème. Finalement, pour les résultats à caractère géographique, au centre, on a souvent des règles un peu plus strictes vis-à-vis des données résultats géographiques. Ben, c'est parce que les variables géographiques augmentent le risque d'identification pour les microdonnées. C'est pour ça que souvent, quand on publie des microdonnées, ils sont assez agrégés, par exemple, au niveau provincial ou région de santé ou région métropolitaine ou quelque chose comme ça. Et il y a deux genres de risques. Par exemple, un, c'est que quand l'information géographique est trop locale, on peut pouvoir identifier des personnes juste parce qu'on connaît un petit peu. Alors, supposons que, disons qu'on a un fichier de microdonnées, puis on identifie à Fredericton un couple qui sont dentistes tous les deux. Ben, les gens vont peut-être dire, ben, beaucoup de gens connaissent de qui il s'agit, là, un couple de dentistes. Mais un autre exemple, c'est que même s'il y en avait plus qu'un couple de dentistes, ben, il va pas y en avoir une quarantaine. Alors, s'il y en a juste 2 ou 3 dans la population, ben, déjà, ça va aider beaucoup de gens à savoir qui ils sont. Puis l'autre problème, c'est que souvent, les résultats géographiques, se rapportent à des très petites populations. Alors, même si la superficie est énorme, par exemple, prenons tous les territoires, par exemple, bon, la population est quand même assez petite. Alors, si on sort avec un couple qui sont tous les deux dentistes dans les territoires, bon, même si les gens ne savent pas nécessairement qui il est, ben, quelqu'un qui est intéressé à les trouver n'aura pas beaucoup de mal à les trouver s'il cherchait. Okay. Alors, c'est ça le problème avec les résultats géographiques détaillés. Ils peuvent dévoiler puis un autre problème, c'est que si jamais à travers les résultats, on sort avec des résultats très détaillés, quand ça commence à devenir trop détaillé, ce que ça permet de faire, c'est que dans nos enquêtes sur nos fichiers, on ne dévoile pas où est localisé l'échantillon. Alors, souvent, nos enquêtes auprès des ménages ont des aires géographiques, puis bien sûr, on veut pas dire, par exemple, disons qu'il y a une région au nord du Québec où on veut pas identifier quelle communauté était dans l'échantillon. Mais supposons qu'en regardant les résultats très détaillés, on commence à identifier que ben voilà, ces régions n'ont pas d'échantillon du tout. Ben par déduction, ça permet de réduire de plus en plus la population de notre échantillon, donc permet de mieux cibler des personnes qui seraient uniques là, puis d'essayer de trouver d'où ils viennent. Alors c'est pour ça qu'on n'aime pas trop que l'information géographique qui est diffusée à travers des résultats puisse trop aider à réduire l'échantillon. Il y a l'autre problème aussi, c'est que d'habitude, quand on évalue le risque, par exemple, la taille de la population a une incidence sur le risque parce que c'est la fraction de sondage. Mais dès qu'on supprime des populations en disant, ben, cette région n'avait pas d'échantillon et tout ça, on réduit disons, le dénominateur ou quelque chose comme ça, mais on réduit la population sur laquelle se rapportent les données de l'enquête. Alors, c'est pour ça qu'on est un peu plus strict pour les données, résultats géographiques. Je pense que c'est tout pour moi, Denis. Alors bonjour, je vais poursuivre donc la présentation que commençait Jean-Louis. C'est la troisième partie de la présentation sur la confidentialité et en gros, je vais m'inspirer d'une synthèse qui a été faite assez récemment par l'équipe des analystes de Centre de données de recherche et de son comité là, qui
aide chaque centre un peu à planifier le contrôle des résultats qui sont produits dans les CDR. Et puis, comme le dit la note ici, une recommandation du comité, ben, les règles ou les seuils qui sont présentés spécifiquement à chaque enquête, c'est quelque chose qui est un peu un travail en constante évolution. Donc, ce que je vais présenter représente un peu les lignes directrices qui sont en vigueur assez récemment depuis novembre, mais il arrive que dans les discussions puis l'introduction de nouvelles enquêtes, on ait à réviser ces normes de contrôle de résultats et donc certains d'entre vous ont peut-être des projets en cours, alors il est bon de vérifier qu'avec l'analyste, si vous avez un projet, que c'est toujours ces normes qui sont en vigueur. Alors, j'ai essayé ici, dans cette partie de la présentation, de présenter quelles sont les principales catégories d'enquête, parce que pour chacune de ces catégories, il y a des règles un peu différentes pour lesquelles on contrôle la confidentialité. Et l'idée, c'est que comme l'a dit un peu Jean-Louis tout à l'heure, toutes les enquêtes n'ont pas la même taille d'échantillon. Certaines vont porter sur une population particulière ou comprendre des données à caractère économique. On a donc voulu adapter un peu les exigences à ces paramètres-là et créer des catégories de règles pour ces enquêtes. Donc, il y aura d'abord la série pour les enquêtes principales, puis en gros, quand même, elle comprend plus de la moitié des enquêtes disponibles dans les centres de données de recherche, comme le SIX. Il y aura des catégories particulières, comme les enquêtes santé, où parfois on a un échantillon plus grand. Le cas du recensement qui est unique un peu parce que dans ce cas-là, on a des millions d'observations. Une enquête qui est à la fois entreprise et employée, le MTE. Puis d'autres enquêtes qui portent sur des populations spécifiques. Alors, pour ce qui est des règles principales, je les ai pas toutes mentionnées ici dans la diapositive, mais en gros, c'est notamment la série d'enquêtes longitudinales qui ont été les premières sources de données qu'on a rendues disponibles dans les CDR, comme l'enquête auprès des jeunes en transition, l'enquête nationale longitudinale sur les enfants et les jeunes, l'enquête dynamique travail-revenu, qu'on a rendu disponible parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas créer de fichiers publics pour les microdonnées longitudinales, puis ça reste, je pense, encore aujourd'hui un grand défi de le faire. Donc, les CDR étaient une solution pour les rendre disponibles. Mais également d'autres grandes enquêtes transversales comme les cycles de l'enquête sociale générale ou l'enquête des dépenses des ménages vont utiliser les règles standards. Alors, en un ou deux tableaux pour chaque catégorie, je vais résumer un peu ce qu'on retient comme règle. Souvent, au niveau des cellules dont on a parlé un peu tout à l'heure dans la partie de Jean-Louis, on va avoir comme règle que un tableau croisé peut être diffusé ou ne présente pas de risque important de divulgation s'il compte au moins 5 observations par cellule. Et donc, souvent, on va avoir à regrouper des catégories pour y arriver. Est-ce que c'est permis de diffuser des résultats non pondérés? Il arrive qu'on en ait besoin. Il y a par exemple des revues scientifiques en épidémiologie qui vont demander qu'on décrive l'échantillon en termes d'observation pour des grandes catégories, des dimensions importantes. Alors, pour les enquêtes principales, on le permet en élevant le seuil à 15 observations par cellule pour diminuer le risque. Et parce que quand on a à la fois le nombre pondéré et non pondéré, on peut voir certaines combinaisons, puis ça crée un peu plus de risque pour identifier les répondants. Peut-on diffuser à la fois des résultats descriptifs pondérés et non pondérés? C'est écrit non, mais en réalité, si on peut obtenir une justification, il y a des exceptions qui sont possibles, dont l'exemple que je donnais, que pour publier ces résultats, on a besoin de faire cette demande.
L'arrondissement n'est pas requis pour ces principales enquêtes-là. Il va l'être, on va voir plus tard, quand c'est des populations particulières. Puis, est-ce que les résultats de régression ou de modèles peuvent être sortis avec et sans pondération? Ben oui, c'est permis. Puis enfin, critères d'arrondissement, les fréquences au niveau infraprovincial doivent respecter un nombre minimal d'observations et faire l'objet d'un arrondissement à la base 50. Donc, si on est pour des petites régions, comme souvent on arrive dans les enquêtes, on a les secteurs de recensement ou les municipalités ou les villages. Quand on arrive à une géographie faible, on va demander d'appliquer cet arrondissement. Les exceptions ou les cas particuliers maintenant à certaines enquêtes. Ici, je donne l'exemple de l'ESCC qui va recourir à une partie des règles principales, mais comme elle a ce qu'on appelait avant le volet .1, mais qui a changé de nom, ce qu'on appelle le volet annuel, je crois que si je ne me trompe pas, il y a quelque chose comme 130 000 répondants. Donc là, on peut avoir une bonne représentation au niveau infraprovincial et des régions socio-sanitaires notamment. Et donc là, on ne demande pas l'arrondissement. Par contre, s'il s'agit des volets de la série thématique ou des séries qu'on appelait le SCC .2, donc nutrition, santé mentale, ou plus récemment, je pense que c'est vieillir en santé. Donc là, on cible des populations particulières et on va devoir appliquer ces règles. Enfin, il y a d'autres enquêtes qui concernent le domaine de la santé, comme celle sur les mesures de santé, qui ont des échantillons beaucoup plus petits. Je crois que les mesures de santé, c'est peut-être 20 ou 30 000 répondants. Et là, ben, on a ajouté un critère d'avoir non pas 5, mais 10 répondants par cellule. Maintenant, j'ai présenté deux diapositives sur le recensement. Le recensement diffusait beaucoup de tableaux personnalisés avant même que les CDR existent. Et donc, ils ont, un peu pour cette raison-là, la division des opérations de recensement a ses propres normes qu'on a simplement continué à appliquer. Et eux vont demander, quand il y a un tableau croisé, que ce soit fondé sur non pas 5, mais 4 observations. Et que par ailleurs, la valeur pondérée soit au moins de 10. Puis si vous avez les fichiers typiques dans les centres de données de recherche, on a un échantillon de 20%, donc autour de 6 millions d'enregistrements. Et comme l'échantillon est de 20%, ça veut dire que le poids moyen est d'environ 5. Il peut varier entre 1 et 15. Puis dans certaines régions, dans le nord par exemple, les territoires, il peut arriver que pour certaines communautés, on a toute la population de la région qui va être recensée. Donc, il peut arriver que le poids soit de 1, que ce soit un échantillon qui représente tout le monde. Là, est-ce qu'on peut diffuser des résultats descriptifs pondérés? Ben, la réponse est non, vu le plus grand nombre d'observations, puis le fait qu'on a quand même des détails sur des très petites régions. Par contre, on peut justifier que on décrive l'échantillon en ayant certaines grandes fréquences qui ne sont pas pondérées. Et là encore, des fois c'est pour un peu décrire le contexte ou la méthodologie dans une publication. Et à ce moment-là, on va aussi demander quand même que les fréquences soient arrondies à un multiple de 5. Puis, est-ce qu'on doit arrondir les résultats descriptifs pondérés? La méthode d'arrondissement, quand on l'applique, il y a deux façons d'arrondir, aléatoire ou simple. Donc, simple, c'est simplement que si vous avez eu un 8, vous l'arrondissez à 10. Si vous avez un 7, vous l'arrondissez à 5, mais ça peut parfois, dans un grand nombre de cellules, semble-t-il, créer certains biais. Donc, on peut également y aller avec un arrondissement aléatoire, mais c'est un petit peu plus complexe à appliquer. Maintenant, pour ce qui est des modèles, donc les analyses multivariées, normalement, pour le recensement, il faut que
quand on l'applique, si on diffuse des données non pondérées, on ne peut pas à la fois sortir le non pondéré et le pondéré. Et au niveau de la géographie, il y a certaines normes qui sont particulières au recensement. Et notamment quand il y a des variables de revenus, on veut que la population d'une aire géographique pour laquelle on diffuse un résultat soit d'au moins 250 personnes. Il s'agit de la population, non pas le nombre de personnes dans l'échantillon. Mais si par exemple vous diffusez le résultat sur une municipalité ou un village, il faut qu'il y ait au moins 250 habitants pour que ce soit diffusé, ou un secteur de recensement. Et de certains cas comme population des couples de même sexe ou couples mariés de même sexe, on va demander qu'il y ait au moins 10 000 personnes, non pas d'observation, mais que la région ait une population totale de 10 000. Et dans les centres, on a l'information nécessaire pour le mesurer. Puis enfin, pour le dernier point pour le recensement, c'est ce qui est un peu particulier par rapport aux autres enquêtes. Quand on travaille avec des variables de dollars, donc des variables monétaires, de façon continue, il faut faire attention à réaliser des tests pour s'assurer qu'il n'y a pas de dominance ou d'homogénéité. Il n'y a pas de problème si on travaille avec des tranches de revenus, que ce soit dans des tableaux ou des analyses multivariées. Mais si on se sert du revenu continu, on va éviter que si on sort un tableau sur le salaire des inhalothérapeutes ou je ne sais pas, qu'il y a très peu de différence entre le plus bas et le plus haut revenu dans une population particulière, ben c'est un peu comme disait Jean-Louis qu'on vient de donner à peu près le salaire à peu de détails près d'une population spécifique. La dominance, ce serait que quelqu'un avec un salaire extrêmement haut représente une grande partie du salaire pour la population d'intérêt. Alors, on a des outils pour tester ça de façon assez simple. Maintenant, quelques autres enquêtes. Le MTE, c'est une enquête qui a 2 questionnaires, un sur les entreprises, un sur les employés. Donc, dans la partie entreprise qui cible une enquête économique, et comme il y a un peu plus caractère sensible, dont les chiffres d'affaires, on veut appliquer des critères un peu plus élevés, dont par exemple celui de demander au moins 10 observations par cellule et d'appliquer la pondération à tous les résultats. Et en général aussi pour les modèles multivariés, à moins qu'il n'y ait pas de méthode qui permette de le faire en utilisant des poids. D'autres enquêtes portent sur des populations particulières. Il y a eu une enquête longitudinale auprès des immigrants au Canada qui a connu, je crois, 3 passages. Et là, là encore, on va exiger certaines choses de plus, comme une fréquence plus élevée des tableaux, au moins 10 observations par cellule et tableaux croisés pondérés seulement, sauf exception. Puis c'est la même chose pour les enquêtes post-censitaires, donc une série d'enquêtes que StatCan réalise après chaque recensement en prenant le recensement comme base de sondage et vise, par exemple, l'étude des peuples autochtones, l'enquête sur les personnes ayant des limitations d'activité, puis il y a également celle de la diversité ethnique qu'on généralement réalise à tous les 5 ans. Et puis, là encore, on demande une plus grande fréquence dans les tableaux, au moins 10 observations. Des tableaux croisés pondérés, puis un arrondissement est nécessaire. Puis enfin, juste pour vous donner, pour certains d'entre vous qui sont un peu familiers ou qui auraient un intérêt à travailler prochainement dans les centres, pour éviter ce que Jean-Louis indiquait tout à l'heure comme étant les risques de divulgation résiduelle, ou encore pour qu'il n'y ait pas trop de charge de travail, puis que chaque résultat puisse être traité dans un délai raisonnable, on invite les chercheurs qui travaillent à eux-mêmes bien regarder le contenu de leurs résultats avant de les faire contrôler pour fin de sortie. L'analyse va également les regarder et travailler avec eux pour trouver des solutions s'il y a des problèmes. Puis tout ça fait qu'en moins de 3 jours, normalement, on peut diffuser leurs résultats, ce qui est utile quand souvent il y a des délais très courts pour les colloques, les travaux d'équipe ou des projets en plusieurs centres. Mais quand les résultats sont vraiment exploratoires ou qu'il s'agit simplement d'avoir
sorti un grand nombre de résultats pour décrire l'échantillon, mais qu'on n'en a pas besoin dans une publication. On invite les utilisateurs à les garder à l'intérieur des centres. Et le fait qu'un jour, chaque centre va être connecté à d'autres centres va permettre un peu ce travail interne d'exploration sans qu'on diffuse les résultats à l'extérieur. La dernière diapo, je crois, c'est de Jean-Louis. Alors, moi, ça terminait ma partie. Mais ici, vous avez quelques références générales sur la documentation pour en apprendre plus. La première et la dernière sont très intéressantes, qui sont sur l'Internet. OK. Normalement, on devrait rendre disponible le PowerPoint et le premier et le dernier, comme disait Jean-Louis, pour les gens de Québec qui n'ont peut-être pas entendu, sont disponibles en ligne, donc on peut les trouver. Puis à la dernière diapo, je laisse les coordonnées de Jean-Louis et moi, mais également le site web du programme des centres de données de recherche où on peut en apprendre plus sur les données disponibles, la procédure d'accès, la liste des centres et des liens à chaque CDR, dont le réseau ici au Québec du CIQSS, qui a aussi son propre site web. Et puis je crois qu'on pointe au réseau canadien des CDR qui a également son site web. Alors c'était tout. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Jean-Louis ou